Chers internautes, bonjour. Le top vient d'être donné par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour ce qui est de la campagne électorale en vue des communales du 17 mai prochain. Covid-19 oblige, l'exercice sera essentiellement médiatique. Au cours de cette émission, nous essaierons d'apprécier les spécificités liées à cette campagne électorale qui devra se tendre sur 2 semaines. Nous essaierons également, si le temps le permet bien entendu, d'explorer les chances des différentes formations politiques en lice pour ces élections. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour renforcer son plan de riposte dans la lutte contre la propagation du coronavirus sera le deuxième sujet au menu du décryptage. Et pour les aborder, nos invités médias sont déjà en plateau. Je vous les présente juste derrière le jingle que voici. Et comme je l'annonçais tantôt, nous allons aborder les 2 sujets que je viens d'annoncer. Et ce sera avec Adrien Atinkwator. Bonjour Adrien Atinkwator. Bonjour Gabin. Vous êtes le manager du journal Le Potentiel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et face à vous, pour faire le débat comme le plateau d'il y a pratiquement 2 semaines, Alphonse Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous Gabin. Vous êtes analyste politique. Merci pour la disponibilité constante et permanente. C'est moi. Merci. Et comme je le disais à l'entame de l'émission, les thèmes que nous allons aborder ont trait d'abord à cette campagne électorale dont le président Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome, vient de donner le top. Je vais vous demander, comme vous le savez déjà, de noter cette actualité. Après, Atinkwator, je commence par vous. J'ai prévu la note 6. 6 pour Adrien Atinkwator. Et à vous, Jos et Alphonse Moïsoulé. La note 5. Vous donnez 5. Je vais commencer par vous. Vous avez donné 5 à cette actualité-là. Déjà, je vais vous demander si vous étiez donné d'apprécier la conduite du processus électoral par la Commission électorale nationale autonome. Quel serait votre avis? Non, je crois que la Sénat a respecté son calendrier et vous savez très bien que Emmanuel Tiando n'est pas du genre à ne pas respecter les principes établis. Tant que le gouvernement n'a pas demandé que l'on reporte les séances électorales, tant que le gouvernement n'a pas donné des consignes, le calendrier qui a été préalablement établi par la Sénat continue d'être exécuté et Tiando n'entend pas laisser de faille dans l'exécution de ce programme-là. Alors, Adrien Atinkwator, Tiando et son équipe se sont mis à la tâche depuis le 17 janvier dernier où le président a donné le top, a convoqué le corps électoral. Comment vous appréciez-vous la conduite du processus électoral jusqu'à cette date? Vous savez que, comme l'a dit mon aîné, ce n'est pas facile dans ce contexte pour la Sénat, non seulement d'organiser les élections, mais de respecter aussi le calendrier qu'elle s'est imposé. Et c'est la première des choses à saluer. Et c'est pour ça que j'ai attribué la note 6 pour ne pas aller au-delà, pour que les gens ne disent pas que j'abuse un peu de ma gentillesse et de l'attribution de notes. Et Tiando, j'ai observé à la différence qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites et dues à cette affaire de Covid. Quand vous prenez le calendrier électoral, compte tenu de cette pression, vous savez que certains candidats sont encore à Cotonou, certains candidats, alors qu'ils sont peut-être dans le septentrion et tout. Ils sont candidats dans le septentrion. Dans le septentrion, par exemple, mais ils sont encore à Cotonou parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de vie de parti, soit du préfet de franchir le cordon sanitaire, soit du préfet, soit de la Sénat aussi. Et aussi, la Sénat a dit, ça vous ne le savez peut-être pas, la Sénat a dit aux partis politiques, a fixé un nombre strict à chaque parti politique qui doivent traverser le cordon sanitaire. C'est un peu embêtant pour les candidats et ce n'est pas la faute aussi de Tiando, c'est pour éviter que ceux qui sont dans la zone rouge n'aillent pas, en guillemets, contaminer ceux qui sont dans la zone verte. Donc, ce n'est pas facile d'organiser les élections dans ce contexte-là, mais tel que ça se déroule jusqu'à présent, je pense que c'est à saluer. Le reste, c'est que les candidats puissent respecter ce qu'ils doivent respecter au nom de la cohésion nationale pour éviter des propos xénophobes et comme on l'a assisté il y a quelques semaines. D'accord, respecter les principes édictés par cette campagne-là. C'est une campagne qui se déroulera sans meeting, sans caravane, encore moins de porte à porte. C'est une première au Bénin, Alphonse Moïsoulé. Oui, c'est une première, mais je n'ai pas la certitude
que tout le monde respectera ce principe-là, parce que est-ce que nous avons la possibilité, est-ce que les forces de l'ordre ont la possibilité de couvrir tous les arrondissements? Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés pour violer constamment la loi. Il y a des gens qui sont nés pour violer constamment la loi. Il va falloir qu'à ce niveau, que l'on associe les anciens chefs de quartier, parce que le porte-à-porte, les gens feront des meetings nocturnes, les gens feront les rencontres la nuit. C'est vrai que ce sont dans les grandes métropoles, Cotonou, Porto-Novo, Paracouna, les grandes villes, on va tenir rigueur à ces principes-là, à savoir la distanciation sociale, le port systématique de masques, le lavage des mains. Mais dans les coins un peu plus reculés, personne n'est là pour vérifier. Et puis bon... Oui, je voulais vous dire que le Bénin n'a pas les moyens, ou la Commission électorale nationale autonome, le ministère de l'Intérieur, l'ensemble des structures étatiques impliquées dans l'organisation des élections n'ont pas les moyens de veiller au respect des restrictions. Honnêtement, il faut le reconnaître, il ne peut pas en être autrement. Parce que, généralement, quand on fait la campagne, quand vous suivez très bien, les regards sont braqués sur les grandes villes. Personne n'ira, par exemple, dans les villages de Kalalé, à moins que le camp adverse ne décide de dénoncer les autres qui ne respecteraient pas. Peut-être il revient au parti politique de se surveiller et de donner des consignes strictes, parce que on peut profiter de cette de cette période-là pour faciliter la propagation du mal. Si chacun ne respecte pas les consignes strictes données par le gouvernement, mais les hommes politiques parfois ils ont tendance à tricher avec la loi. D'accord, les hommes politiques ont tendance à tricher avec la loi. Toujours est-il qu'il leur est demandé par certains d'éviter un peu les propos xénophobes, de s'attaquer vertement aux autres. Pensez-vous, comme votre co-débatteur Adrien Ating-Pato, que le Bénin n'a pas les moyens de contrer, que les gens vont violer les consignes édictées? Je crois oui, parce que ça va être difficile de respecter scrupuleusement ce que la loi dit, et encore moins, même malgré cette pandémie, les hommes politiques continuent de tenir des réunions à huis clos, que ce soit même dans les grandes villes, ne parlons plus des villages, des zones reculées. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que je prends par exemple un commissaire d'arrondissement qui se retrouve dans un village éloigné de Cotonou, et pour la plupart de ce sont ces hommes politiques-là qui les entretiennent aussi, entre autres, parce que ils ne sont pas demandés, mais qu'un homme politique descend sur le terrain et qui va voir le commissaire ou ses agents pour dire, ben, vous êtes là, vous n'avez pas les moyens et tout, et tenez, et pour votre week-end, ils vont pas refuser. C'est difficile aussi, nous sommes humains, c'est difficile aussi quand on les dénonce pour dire, bon, il y a telle personne qui organise un meeting, une réunion avec les gens. Et au même moment, sur l'homme politique qui vous a intéressé il y a quelques heures seulement, dès qu'on vous dénonce, la première des choses, au lieu d'aller là-bas pour disperser, vous l'appelez pour dire, ah bon, vous êtes en réunion, on vient de vous dénoncer, essayez de, c'est à ça que nous allons assister. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'il y a des zones où la police a difficilement d'accès. Je connais par exemple des localités où entre le commissariat le plus proche, oui, et cette zone, il faut faire peut-être 30 km. Il faut faire peut-être 30 km. Si un commissariat où on doit envoyer 2 ou 3 agents ou 4 agents, ou parfois les gens n'ont pas tous les moyens qu'il faut, tous les moyens dont je parle, ils n'ont pas peut-être des motos, ils ont une voiture, mais avec cette période, la voiture, la voie est difficile d'accès, oui. Ils seront obligés de prendre leur propre moto. Avant d'arriver là-bas, l'homme politique a peut-être fini déjà sa réunion et puis tout le monde est parti. Ça va être difficile. Porte à porte, les gens le feront. Encore que si c'est porte à porte, moi je préfère que ça soit porte à porte parce que ça fait entre le chef de famille et le politicien peut-être, mais c'est les réunions qu'il faut vraiment éviter pour notre bien. Parce que la pandémie du Covid tue, et même si encore jusque-là dans notre pays, le taux de mortalité est encore très très bas, voyons un peu ce qui passe au niveau des États-Unis et des autres pays, que cela n'arrive pas chez nous. C'est vrai que les notes disent que les Noirs ont la peau dure, ont un organisme plus résistant que les Blancs, mais c'est pas une raison. Mais il y a beaucoup de Noirs qui meurent ailleurs aussi. Non, mais ils ne sont pas, ils sont ailleurs justement. Ils sont pas ici, mais c'est pas une raison pour s'amuser avec la maladie. Le plus important, c'est que les hommes politiques puissent respecter les consignes édictées. Et c'est pour ça, c'est pour ça aussi que le gouvernement a pris sur lui la décision, oui, de signer des contrats avec les organes partenaires, à savoir les radios et les télévisions, pour enregistrer exclusivement les messages à diffuser. Et ces messages sont préenregistrés. On écoute pour voir s'il n'y a pas
des propos xénophobes dedans, s'il n'y a pas des violations du code électoral et même du code de déontologie, et du code même de l'information. Et c'est après analyse de tout ça maintenant qu'on passe maintenant à la diffusion. D'accord. Vous avez commencé à l'annoncer, Adrien Anting-Paton, la campagne sera exclusivement, essentiellement médiatique, on l'a dit, en raison, bien entendu, de la menace du Covid-19. Est-ce que selon vous, cette option paraît rassurante quand on sait qu'il s'agit des élections de proximité quand même, où les populations ont besoin de s'entretenir avec leurs candidats, de maîtriser leur projet de société? Oui, vous savez, ce sont vraiment les élections de proximité et puis tout le territoire n'est pas couvert par les médias. Tout le territoire n'est pas couvert. Parce que quand nous parlons chaque fois, on pense qu'au Bénin, il n'y a que des villes, il n'y a que des cités. Non, au Bénin, il y a des villages, il y a de gros villages où il n'y a même pas de poste récepteur, il n'y a pas de poste téléviseur pour que nos compatriotes puissent se suivre. Forcément, l'homme politique à ce niveau-là doit se déplacer. Il doit se déplacer. Il faut dire aussi que la campagne médiatique, ça a un coût. Ça a un coût. Et tous les candidats ne savent pas s'exprimer. Ça a un coût. Parce qu'au-delà des médias réquisitionnés par l'État, certains vont aller sur d'autres médias. Et là, cette campagne sera favorable pour les partis qui ont quand même une certaine surface financière. S'il y a des partis politiques qui n'ont pas suffisamment d'argent, il leur sera difficile de faire le combat. Mais ça sent une chose, il y a que dans les villas... l'option prise de rendre exclusive la campagne médiatique là, ne facilite pas un peu la tâche aux formations politiques? Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le gouvernement... Financièrement, bien entendu. Oui, ça facilite la tâche aux partis qui ont les moyens. Vous savez que bon... Encore que c'est l'État qui prendra en charge les frais. Mais oui, au-delà des chaînes réquisitionnées, si quelqu'un veut passer sur une autre chaîne privée, c'est à ses frais. Et c'est là la réalité. C'est là la réalité. Mais tout compte fait, quel que soit ce qu'on dira, les gens feront la campagne. Les gens feront la campagne parce qu'au niveau des médias, il y a un temps donné. Et vous n'allez pas parler toutes les langues. Parce qu'au village, celui qui est par exemple de mon village, qui ne comprend pas français, celui qui est candidat est obligé d'aller vers lui, de s'exprimer dans sa langue. Parce que vous voulez diriger les populations d'une certaine localité qui ne sont pas forcément alphabétisées. Donc ça pose un problème pour ceux qui sont dans les coins reculés. À Paracoua, Cotonou, à Porto-Novo, à Nati-Tengou, dans les grandes villes, le problème ne se pose pas. Quelqu'un peut décider d'installer un écran géant pour permettre à tous les passants de voir ce message passer au moment où le programme, si c'est qu'il veut passer à 20 h, les gens le feront, mais ailleurs, ils ne peuvent pas le faire. D'accord, nous allons vous soumettre à un dernier exercice. Très rapidement, elles sont 5 ces formations politiques qui s'alignent dans les starting blocks de ces élections-là. On parle de l'Union progressiste, Bloc républicain, de l'UDBN, du PRD, mais également des forces Cori pour un Bénin émergent. Qui voyez-vous triompher à l'issue de ces scrutins le 17 mai prochain? Non, nous n'allons pas nous voiler la face. Disons les choses clairement. Aujourd'hui, les deux partis qui ont le vent en poupe, il s'agit du Bloc républicain et de l'Union progressiste. C'est votre avis, Adrien Anting-Paton? Avant de répondre à cette question, oui, très rapidement. Je voudrais dire que toutes les radios, sauf erreur de ma part, toutes les radios commerciales et radios communautaires ont été impliquées dans cette campagne. Et toutes ces radios, l'ORTV, quand vous prenez la radio nationale par exemple, n'est pas retenue pour faire la campagne. Mais et au niveau, quand vous prenez le territoire national, et chaque zone pratiquement à sa radio. Il y a près une 70 ou un peu plus de radios qui ont été retenues. Donc, c'est pour dire que les gens seront vraiment atteints au niveau des messages qui seront diffusés. Néanmoins, les partis politiques sont tenus d'aller aussi vers les journaux et les organes en ligne pour faire passer aussi justement pour leur message, étant donné que leur projet de société, aucune radio n'acceptera par exemple de diffuser un projet de société. Ça va être de façon très très résumée. C'est seulement avec les organes en ligne, c'est avec les journaux qu'on pourra diffuser véritablement cela, que les partis politiques aillent vers les organes et pour cette affaire-là de rendre visible beaucoup plus les candidats. Ça, c'est juste une parenthèse. Oui. Par rapport à la question de qui sera les gens candidats. Et quand vous prenez, inévitablement, il y a des partis, je ne veux pas donner leur nom, il y a des partis qui ne pourront pas réunir les 10%. Et donc, ceux-là, ils sont allés dans la course et c'est juste, c'est des partis figurants. C'est une formalité. Ils ne pourront pas avoir les 10%. Et surtout quand vous voyez un peu quelles difficultés ces partis politiques ont pour réunir les candidats. Au niveau des 546 arrondissements, il faut déjà s'attendre à ce que ces partis ne puissent pas réunir 10%. Donc, et ils sont, même ces partis sont dans la course
pousse pour émietter les voix. C'est pour ça, pour vraiment que ça soit bien, que les populations puissent vraiment voter utile au lieu d'aller voter pour un parti qui n'aura pas les on saura, les on saura le 17 mai prochain si vous avez raison, Adrien Ating-Pato. En attendant, nous passons sur ce plateau au deuxième sujet, qu'il s'agit du Covid-19, les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour renforcer son plan de riposte. On a parlé notamment de la généralisation du port de masque, de la mise en place du dépistage systématique qui a commencé d'ailleurs dans certaines régions, du renforcement des capacités des centres de traitement et de dépistage. Je vais vous demander de noter cette actualité avant de passer au débat. Adrien Ating-Pato. J'ai attribué la note 8. 8 pour Adrien Ating-Pato. Alphonse Moïse Soulé, quelle est votre note? J'ai attribué la note 6. Vous donnez 6. Je commence par vous, Adrien Ating-Pato. Le gouvernement apparemment préoccupé par cette situation, il ne baisse pas les bras, on dirait. Vous voyez, moi je suis personnellement content du gouvernement de mon pays parce que aujourd'hui, le Bénin, curieusement, est l'exemple que tous les pays citent dans le monde entier, compte tenu de la stratégie que le chef de l'État a mise en place pour pouvoir contrer cette pandémie du siècle. Vous savez que les mesures qui ont été prises, et même quand vous prenez par exemple la France, que beaucoup de pays africains ont copié, étaient obligés de faire référence au Bénin pour dire attention par rapport à sa méthode de lutte contre la pandémie, c'est un exemple à suivre. Le chef de l'État a dit au début, si on confine tout le monde, on risque d'assister à une famine sans que la maladie ne soit éradiquée. Et aujourd'hui, les pays qui ont tenté d'aller au confinement et tout, vous voyez ce que ça donne. Et j'ai donné l'exemple de la France pour dire, bon, c'est un grand pays, mais pourtant. Et aujourd'hui, je suis fier sur les chaînes internationales quand on dit les Béninois, le chef de l'État béninois a essayé de, il a fait ci, il a fait ça, c'est une fierté pour moi. Moi, je pense que personnellement, les mesures que le chef de l'État a pris aujourd'hui, ensemble avec son gouvernement, c'est des mesures, si on arrive seulement à les respecter, les gens seront vraiment surpris du cas Bénin pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette maladie qui a tué autant de personnes dans les grands pays, les grandes puissances, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bénin a réussi aussi à ne pas atteindre tel nombre ou tel nombre. Mais paradoxalement, Adrien Ating-Pato, le cas du Covid, le cas suspecté d'avoir été infecté par la maladie ne cesse d'augmenter. On annonce un dernier cas à Parakou. Aujourd'hui, nous sommes à 64 cas confirmés. Justement, c'est là où je voulais en venir. Il y a l'inconscience au niveau de certains compatriotes. L'inconscience, c'est parce que quand vous prenez par exemple le cas de Parakou, et d'après les informations, c'est quelqu'un qui est venu du Burkina Faso et qui a essayé de contourner, qui a pris le cordon des voies alambiquées pour se retrouver au pays. Mais si quelqu'un, dans sa famille, quelqu'un arrivait à le dénoncer, on allait l'isoler. C'est vrai, il a déjà la maladie, mais si on l'isolait, peut-être qu'il a encore contaminé des gens maintenant. C'est une question de conscience. Si les gens sont inconscients et ne veulent pas respecter les mesures... Ce n'est pas la faiblesse du cordon instauré. Non, pas du tout. En réalité, au niveau de la frontière, vous savez, quelles que soient les mesures, il y a toujours des voies de contournement pour passer. Il y a tout des voies de contournement. Et celui-là, par exemple, n'a pas pris par le cordon parce que le Burkina Faso a fermé ses frontières avec le Bénin depuis que cette affaire de Covid est arrivée. Donc, le monsieur qui a eu la maladie à Parakou maintenant a essayé de contourner cette voie légale-là. Et il s'est retrouvé, et certainement là maintenant qu'il a contaminé des gens. S'il arrivait à respecter la mesure, et une fois rentré au pays, il s'isolait, on allait le voir, et peut-être que d'autres personnes ne seraient pas contaminées. C'est un peu dommage. Et c'est pour ça que j'invite nos compatriotes à respecter scrupuleusement les mesures barrières pour éviter des problèmes. Il ne sert à rien. Vous voyez, permettez qu'on évolue dans le débat. Adrien et Alphonse Moïse Soulé, le gouvernement visiblement est préoccupé par son plan de riposte. Le chef de l'État, on l'a vu intervenir sur une émission télévisée au cours de laquelle il a expliqué un peu les thèmes employés par son ministre de la Santé par rapport à l'utilisation de la chloroquine. On a parlé de la chimioprophylaxie. On a vu sur l'ORTB, il a expliqué un peu. Moi, d'abord, je salue tous les compatriotes, notamment ceux qui ont pris conscience de l'existence du mal. Je salue aussi les agents de la santé qui se démènent pour faire de leur mieux en fonction des moyens qu'ils ont à leur disposition. Et je salue les forces de sécurité et de défense parce que j'ai vu dans la circulation, entre jeudi et vendredi, des forces de l'ordre qui parler aux citoyens.
pas forcément les verbaliser, mais parler aux citoyens. Mais il y a des répressions également par endroit. Mais oui, il le faut parfois, parce que quand on a dit, mettez les masques, si vous ne voulez pas vous protéger, ne contaminez pas les autres. Ne contaminez pas les autres. Si vous ne voulez pas mettre votre masque, restez chez vous. Mais tant que vous décidez de sortir, vous êtes obligé de le mettre. Il y a parfois, moi je dis, il faut réprimer, il faut punir pour que l'intéressé sache que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Moi je dis, je salue les efforts qui sont faits. Mais moi j'ai une inquiétude, Laquelle? C'est que d'ici à là, on va commencer la rentrée. Oui, la rentrée. On va commencer la rentrée. Et j'ai suivi sur les grandes chaînes, sur les scènes internationales, déjà en Chine, en France, on a montré ce qui est déjà fait pour les écoles. Et la rentrée, c'est pour le 11. On n'est pas en train de prendre des dispositions. À ma connaissance, je n'en ai pas entendu. Parce que c'est là le gros lot. C'est là le gros lot. Nous savons, dans nos écoles publiques, nous connaissons les effectifs dans les salles de classe. Quelles sont les mesures qui sont prises? Et autre chose que je voudrais demander au gouvernement, les masques sont aujourd'hui disponibles, mais le dispositif de lavage des mains, il faut que le gouvernement subventionne la fabrication du dispositif pour que cela revienne un peu moins cher et soit à la portée de tout le monde. Parce que les écoles vont commencer. Oui. Et l'autre chose que je tiens à saluer, je suis passé dans un ou deux supermarchés où l'appareil utilisé pour contrôler existe. Ça veut dire quoi? Que les Béninois sont conscients que si on ne se protège pas, non seulement on va contaminer sa famille, mais qu'on va contaminer toute la population. Mais il faudrait que la population aussi se décide, comme l'a dit Adrien tout à l'heure, de dénoncer ceux qui, frauduleusement, entrent dans le pays. Même si c'est votre parent, si vous ne le dénoncez pas, vous ne vous faites pas de bien, vous ne faites pas de bien à la nation. Il ne sert à rien. Et il faut qu'on montre, je vais finir par là, il faut qu'on démontre aux compatriotes que le mal peut être guéri. Et que ce n'est pas une honte d'être atteint du Covid-19. Le Covid continue de sévir par le monde entier. On a les résultats alarmants qui nous parviennent du monde entier chaque jour. Mais le gouvernement a déjà annoncé que les églises seront réouvertes, les lieux de culte seront réouverts d'ici à là. La rentrée va commencer. Est-ce que cela, ce n'est pas un risque? Non, je pense d'abord que moi, c'est une proposition. Je ne suis pas membre du gouvernement. On peut déjà, par exemple, demander exclusivement que ce soit les enfants qui sont en classe d'examen qui reprennent la classe. Prendre par exemple ceux qui sont en classe intermédiaire, ceux qui ont eu la moyenne au premier trimestre, et dire bon, soit vous passez en classe supérieure. On a déjà fait les deux premiers trimestres. Bon, voilà, ceux qui ont la moyenne au premier et deuxième trimestre, par exemple, écoutez, si vous avez la moyenne, vous passez en classe supérieure et demandez. C'est une proposition. C'est une proposition. Pas aller à terme. Non, justement. Mais Adrien, la difficulté qu'on va rencontrer là, c'est de voir quel est le niveau d'exécution du programme. Non, si déjà on a fait 2 trimestres, sur les 3 trimestres de l'année scolaire, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Et consacrer son temps. Espérer que l'UNESCO valide déjà. Et consacrer l'UNESCO sait ce qui se passe dans le monde entier. Et consacrer par exemple son temps pour les enfants qui sont en classe d'examen, CM2, 3e et terminale. La première G aussi. La première G, ceux qui iront au bac, au CAP, voilà. Et dit, bon, exclusivement, avec vous, on continue pour finir la rentrée. Et là, surtout au niveau des privés, je pense que le problème ne se pose pas. C'est au niveau des publics qu'il faut revoir un peu, surtout avec au niveau de l'effectif. Et quelqu'un a proposé hier qu'on envoie, par exemple, que le gouvernement distribue des masques aux élèves. J'ai dit non, si les masques, on doit distribuer des masques, alors que il faut le tuer pendant juste 3 heures. Juste pendant 3 heures et qu'on va distribuer ça va faire beaucoup de milliards et beaucoup de distributions. On ne pourra pas supporter ça. Donc, je pense que c'est ce qui est à faire. C'est vraiment des risques. Par contre, au niveau des églises, je dis par contre, au niveau des églises, il faut que le gouvernement puisse parler avec les différentes églises et maintenir encore le statu quo. Il ne sert à rien. Je pense que pour l'heure, nous avons besoin de prière. Non. Écoutez, on peut prier. On peut prier ce soir. Dans les églises, il est plus facile de respecter la distanciation sociale. Il est très facile. Que ce soit dans les églises, dans les mosquées, on peut facilement respecter cela. Si vous le permettez, moi je pense qu'aujourd'hui, chacun peut prier chez lui, à la maison. Si vous vous retrouvez soudé, si vous vous retrouvez avec votre
femmes et vos enfants, vous pouvez prier à la maison. Et Dieu a dit dans la Bible que là où se retrouvent 2-3 personnes qui est présent là. Donc les gens peuvent continuer par prier à la maison. C'est au niveau de l'éducation, l'enseignement, on ne peut pas demander rester à la maison et mais dans tous les cas, chaque frère, on aura on nous oblige d'aller voter le 17. Le vote supérieur à Dieu. Dieu a montré, pas Dieu, mais les églises ont montré les limites dans cette affaire. On aura le temps de revenir. Le Vatican a fermé. Adrien on aura le temps de revenir sur cette actualité. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis ainsi sur Réforme, le décryptage sur ce 13e numéro de Carré Politique. À la semaine prochaine pour un autre plateau.